Tout part de cette annonce comme quoi je suis en train de faire une grossesse extra-utérine et tout part de là. La désillusion, le doute, la crise de couple, la colère, la rancœur et aussi comment faire pour que je puisse me réapproprier mon corps qui me trahit. Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Désintérêt total de la chose. Vous n'êtes plus tout jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? Alors? C'est pour quand? Avant qu'on commence, si vous écoutez ce podcast et que ces sujets vous parlent, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner, de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de laisser un commentaire. Un grand merci pour votre soutien et maintenant, on y va. Il y a une chose qu'on ne dit jamais sur les parcours PMA. On parle de celles qui réussissent, les photos, les annonces, les larmes de joie. On parle parfois de celles qui choisissent de s'arrêter. Mais celles à qui c'est imposé, celles qui ont tout mis dedans, leur corps, leur argent, leur couple, leur santé mentale, et qui ne sont pas arrivées. Elles n'existent pas vraiment dans le récit collectif, pas de mots pour ce qu'elles vivent, et pas vraiment de rite pour en faire le deuil. Selon l'INED, 3 couples sur 10 en parcours FIV n'auront finalement pas d'enfants. Et c'est sûrement une estimation basse, parce que ceux qui abandonnent en cours de route ou qui sont trop à plat pour répondre aux études, on ne les compte même pas. 3 sur 10 à minima, et pourtant, silence. Mon invitée s'appelle Aurélie. Autrice, compositrice, interprète, Aurène sur scène. Elle sort le 28 août un album qui s'appelle Réciproque, et son sujet central, c'est l'absence de maternité qu'elle a dû traverser. Pendant des années, quand on lui demandait si elle avait des enfants, elle disait oui. Parce que la vraie réponse, les gens autour d'elle ne savaient pas quoi en faire. Bienvenue, Aurène, dans Alors c'est pour quand. Tu es autrice, compositrice, interprète. Tu as sorti 4 albums. Le 4e est à venir. Tu as joué en première partie de Cabrel, de Vanessa Paradis. Et pourtant, tu viens ici aujourd'hui pour nous parler d'autre chose que de ta carrière. Comment tu présentes justement ce dernier album Réciproque à quelqu'un qui ne te connaît pas? Alors, c'est un album de chansons françaises où le piano est vraiment au centre parce que j'ai écrit et composé ces chansons en mettant en premier lieu mes mains sur le piano. C'est un album donc qui parle de non-maternité, mais pas seulement, de tout, en fait. Tout part de cette annonce comme quoi je suis en train de faire une grossesse extra-utérine et tout part de là. Donc, qu'est-ce qui part de là? La désillusion, le doute, la crise de couple, la colère, la rancœur et aussi comment faire pour que je puisse me réapproprier mon corps qui me trahit. Donc voilà, je crois que c'est ça le thème de ce disque, mais ce disque aussi, il parle d'un sujet, on va dire plus global, c'est comment quand on a un plan A et vraiment un chemin de vie qu'on a envie de suivre, des rêves qu'on a envie de suivre. Moi je voulais être maman et comment la vie elle nous fait des mauvaises blagues et comment avec ça on fait pour pas, comme pour moi, c'est un échec. Comment on fait pour pas devenir cette femme aigrie, frustrée, jalouse? Et comment, en fait, grâce à la musique, grâce au sport, grâce à l'amitié, grâce à l'amour, j'ai réussi à transformer tout ça. Et cet album parle de ça en général. Et justement, sur la pochette de son album, c'est une photo de toi, en fait, en position fétale. Mais on voit que tu as un regard déterminé sur cette photo. C'est une image que tu as trouvée naturellement. Tu savais exactement ce que tu voulais dire à travers cette image? Oui, c'est vrai que l'image, elle compte autant que la musique, parce que j'avais envie que les gens qui découvrent cet album ne voient pas quelque chose de triste en tout cas, mais voient quelque chose de combattant. Le parcours de PMA est un parcours de combattant, c'est vraiment le cas. Et moi, j'ai vraiment dû faire appel à la Wonder Woman en moi pour
pour dépasser ce parcours en fait. Qu'est-ce qu'on fait après un parcours de PMA qui échoue? Et donc sur la pochette, c'était important, oui, que j'ai ce regard déterminé, et aussi j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de pur où on voit la peau, cette position bien évidemment fétale, parce qu'à un moment donné, quand on reçoit ces coups-là, on se replie sur soi-même. À un moment donné, on se sent inutile, on se sent vide, on se sent donc il y avait cette chose de repli. Après, bien évidemment, le clin d'œil à l'enfant dans le ventre. Et puis il y avait aussi cette envie d'être un peu dans le sport, dans la gym, dans moi j'ai fait du trapèze, j'ai été gymnaste, et j'avais envie aussi de reconnecter à celle que j'avais été adolescente, pleine de vie, pleine de rêves, pleine d'espoir, parce que même si ce rêve-là c'est éteint, je reste quand même entière et complète. Mais ça a été un sacré chemin avant de pouvoir le dire à ce micro. Tu décris ton parcours comme 10 ans de PMA, avec tout ce que ça implique. Alors, je cite, d'opération, d'anesthésie, d'implantation. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça commence? Comment on entre dans un parcours pareil? On m'a toujours dit que j'avais un utérus compliqué. Ça depuis que j'ai à peu près 20 ans à peu près. Ok, ça a toujours été une parole. Ouais, toujours été une parole un peu, oulala, votre utérus. Mais personne ne m'avait dit que j'aurais des problèmes pour faire des enfants. Jamais. Et puis, j'ai eu des règles très douloureuses toute mon adolescence. Donc, j'ai été vite mise sous pilule. Et donc, la pilule a arrêté mes règles. Donc, moi, j'ai arrêté d'avoir mal déjà. Donc, ça a quand même été super. Mais le problème, c'est que ça cachait la forêt. Ça réparait pas la maladie. Et quand, à l'âge de 34 ans, j'ai voulu avoir un enfant, parce que j'avais trouvé le papa, que je me sentais prête, que voilà, c'était le moment pour moi. Et là, ça a été la catastrophe. Et donc, j'ai arrêté la pilule. J'ai eu des règles hémorragiques, mais fortes. Je me souviens que je rentrais chez moi, j'avais du sang jusqu'aux pieds. Ouais, ça dépassait les protections. Ouais, tu pouvais rien faire, quoi. Je pouvais rien faire. Donc j'ai vu beaucoup de gynécologues, jusqu'à aller voir donc une super gynécologue à Cochin qui m'a dit là il faut faire quelque chose. Il y a trop de fibromes, même pour sans parler de faire un enfant, mais pour votre vie de femme, il faut. Donc les premières opérations ont commencé comme ça. Et ensuite, là je suis rentrée dans un parcours PMA. Et là voilà. Là, ça a été le début de ce parcours. Ouais, de la grosse montée sans vue du ciel. Non, je suis arrivée dans une grotte en fait. Je pensais qu'il y aurait l'horizon, peut-être. Voilà, c'est ça. La descente abrupte d'un coup. Justement, on parlait de ton parcours médical. Tu disais que, quand on a échangé un peu pour préparer cet échange, tu m'as dit que tu avais eu des remarques hyper bizarres de la part de certains gynécos, du style c'est vous la femme au gros utérus, ou on t'a aussi dit que pourtant vous n'êtes pas noire concernant tes problématiques de santé. Comment tu reçois ces mots, toi, quand tu les entends? C'est choquant, quoi. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce parcours de PMA, il a été difficile pour mon corps, pour mon couple, pour ma santé mentale, pour pour l'estime de moi-même, ne pas réussir à enfanter, alors que soi-disant c'est la chose la plus facile à faire au monde, puisque c'est naturel et biologique. Enfin, voyons. Mais ce qui a été très dur, alors j'ai eu des médecins et des sages-femmes, des radiologues extraordinaires, mais j'en ai eu vraiment des horreurs. Mais des horreurs, J'ai même fait un signalement dans un hôpital pour un médecin qui m'a vraiment, vraiment brutalisée et qui vraiment a été horrible. Parce qu'en fait, c'était lui qui était pas compétent et il continuait à me faire mal. Et c'est juste pas possible d'entendre ça, en fait, à notre époque. On se dit, mais c'est pas possible, quoi. Et donc, en fait, j'arrive un jour pour un contrôle de mon utérus. Et le radiologue rentre, il fait « Ah, c'est vous la femme au gros utérus !» Moi, j'avais envie de lui répondre un truc bien vulgaire, « C'est vous l'homme, là Et que je n'ai pas fait. Mais après, je me suis dit « Ah ouais !» Et c'est venu me chercher longtemps. Et après, oui, on m'a souvent dit ça sur les utérus des femmes noires, parce que
apparemment, les femmes noires seraient plus sujettes au fibrome. Mais il y a une manière de le dire, en fait. Il y a une manière de dire les choses et puis de respecter les femmes globalement pour les Exactement. problématiques de santé et puis de... Oui, Ouais, puis c'est vrai que c'est d'arrêter les étrange. comparaisons. Ouais. Et là, j'avoue, alors je pensais être maintenant très solide là-dedans, mais je suis allée là récemment repasser un examen parce que j'avais mes douleurs qui revenaient fortement. Et la gynécologue m'a dit, mais qui vous a donné un utérus pareil? Et je me dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, en fait? Ouais. Enfin, voilà, j'ai cet utérus-là. J'ai un utérus malade, j'ai un utérus compliqué, mais j'en prends soin et je veux pas l'enlever. Voilà. Alors ça, c'est aussi un grand débat, hein, mais voilà. Justement, pour donner quelques chiffres concernant ton parcours, parce que je trouve que parfois les chiffres, c'est plus parlant que les mots, presque. 8 opérations, 13 anesthésies générales, 9 implantations d'embryons. À quel moment est-ce qu'on continue et à quel moment on commence à se poser la question du prix à payer, en fait, pour pouvoir avoir un enfant? Alors moi, là, quand tu donnes les chiffres, tu vois, ça m'émeut. Ouais, je comprends. Parce qu'en fait, c'est comme quand on est dans un tourbillon. Donc on se dit pas, je vois une porte de sortie avec de la lumière, je vais y aller. Non, en fait, ma vie était cette tempête et était ce chaos et était non. Et puis moi, je suis bonne élève, quoi. La question se posait pas, quoi. Ouais, moi j'y vais, je prends les armes, hop, je fais les piqûres, hop, je fais, et tout ça je ne m'épanchais jamais sur mes douleurs, sur ce parcours compliqué. Non, en fait, je faisais comme un bon petit soldat pour arriver à mes fins. Et mes fins, c'était avoir cet enfant. Et donc, c'est mon conjoint qui m'a dit, Aurélie, faut qu'on arrête là. Tu te rends compte qu'il faut qu'on arrête, que du coup, le désir de la chair, de la peau, des moments intimes n'est plus que calcul. C'est une horreur. Oui. Il y a plus ce truc de séduction ou d'instant ou de spontanéité. Voilà, il y a la spontanéité, il y a plus. Et en plus, moi, j'étais abîmée par toutes ces hormones. On est de mauvaise humeur, on est irritable, on se trouve un peu toute gonflée. C'est vers mes 40 ans. Mon conjoint m'a dit, Aurélie, il faut qu'on s'arrête. Ça fait 7 embryons qu'on a fait, je crois qu'il en restait 2. Et il m'a dit, il faut qu'on arrête. Et j'ai dit d'accord, parce qu'en fait, à chaque fois, ça marchait pas. Ouais. Et moi, je faisais une descente aux enfers à chaque échec. Jamais je tombais enceinte. Et le truc, c'est que je n'avais aucune image de personnes qui avaient arrêté parce qu'elles en pouvaient plus. Je n'avais pas de témoignage. Je n'avais rien. Et même de personnes qui étaient arrivées au bout quelque part, mais sans enfant. Ouais, je n'avais pas ça. Moi, j'avais pas d'image et j'avais pas de modèle, en fait. Et donc, moi, j'ai continué jusqu'à ce que je fasse cette grossesse extra-utérine et que la gynéco me dise, là, ça suffit. Vous vous mettez en danger. Je crois que votre utérus ne pourra pas accueillir un enfant et que ça va être une grossesse très compliquée, que ça va être compliqué parce que peut-être que vous serez alité pendant 5 mois et peut-être que ça sera dangereux pour votre santé. Donc voilà. Eh ben, alors j'ai eu la chance d'entendre quelques-uns de tes titres justement de ce nouvel album qui est très beau. Enfin vraiment, moi j'adore. Je l'écoute en boucle. Je te l'ai dit par mail. Je dis pas ça parce que tu fais partie des premiers retours, donc c'est génial. J'adore vraiment. Et donc il y a une chanson qui s'appelle Record dans cet album, avec justement un chant lexical médical qui est mêlé aussi à celui de la course dans cette chanson-là. Au marché, jamais s'arrêter, les genoux qui tiennent le poids de ma peine, de faire et d'en faire le sang bandoulière. Point santé, point courage, anesthésier les douleurs. Pôle santé, pôle espoir, atomiser les scores, finir est un record. Sixième kilomètre, oui c'est moi le maître. Chercher la colère, allez j'accélère. Premier ravito, banane abricot. Traitement hormonaux, piqûre en solo. Pocachar et Pokémon, j'ai l'allure d'une championne.
Tu parles de garder la matrice sous les cicatrices, tu utilises le terme nullipare, tu utilises même le terme myomectomie dans cette chanson. Mais pourquoi est-ce que c'est la musique qui t'a permis de dire ces mots-là, peut-être, plutôt qu'une autre forme? Alors moi, je sais que la musique, c'est mon moyen d'expression. Enfin, l'écriture en premier, le chant, la musique. Donc pour moi, c'était évident. En fait, j'avais besoin de créer pendant ce parcours. Ouais, d'exprimer des choses. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé sur la chanson Record, c'est que à un moment donné, j'ai osé faire un post sur Instagram. J'ai fait une course de trail en étant pas très en forme, mais voilà, j'avais besoin de reprendre possession de mon corps et de lui dire là, c'est moi qui décide, c'est pas toi. Et quand j'ai fini cette course, j'ai vraiment traversé des choses difficiles parce que on n'en peut plus. Mais là, on l'entend qu'on n'en peut plus. Et des moments incroyables de beauté, et me dire waouh, c'est quand même génial de faire tous ces efforts et d'atteindre cette magnifique vue, ce paysage, ou de rencontrer des gens, de cette solidarité. Moi, je me souviens que j'ai terminé la course avec une femme et ensemble, en fait, on s'est soutenus, on n'en pouvait plus toutes les deux et on a fini. Et donc, j'avais fait un post comme ça en disant voilà, je reviens de loin. Et j'avais fait ce parallèle entre ces 10 ans de parcours médical et cette course de 32 kilomètres. Tu le disais un petit peu tout à l'heure, il y a pas mal de médecins que tu as vus, je reviens vraiment sur le sujet médical, que tu as vu qui voulaient t'enlever l'utérus comme une solution quelque part radicale. Mais il y a un radiologue que tu as trouvé toi-même sur Internet, si je me trompe pas, qui t'a dit que c'était pas forcément indispensable de t'enlever l'utérus. Qu'est-ce que ça dit selon toi, de comment on traite les femmes dans le système médical en France actuellement? En fait, les médecins avaient l'air tellement étonnés de mon utérus et qu'en fait, ils trouvaient pas de solution vraiment à ces saignements, à ces douleurs, à ces fibromes qui reviennent, à cette adénomiose qui s'amplifiait d'année en année. Donc à un moment donné, on m'a proposé donc cette première vraiment je sais plus les termes exactement, mais en fait dans l'acte d'enlever les myomes quoi. Et donc là on m'a fait une césarienne. Et je me souviens que avant d'aller me faire opérer, je lui avais dit avant qu'il me fasse l'anesthésie au chirurgien, je lui avais dit vous me promettez, je vous demande de pas enlever l'utérus parce qu'il y a des récits où on y va pour enlever des fibromes où ils ont enlevé les utérus sans consentement. Moi, j'ai une amie de ma mère à qui c'est arrivé. Et pareil, à ma maman, on lui a enlevé l'utérus et sans son accord, on lui a enlevé ses ovaires. Donc, elle s'est retrouvée avec, Donc, c'est fou. Parce que ils doivent être perturbés, je n'en sais rien, ou ça doit être compliqué, plus compliqué que prévu. Mais moi, je lui avais vraiment demandé ça. Et en fait, il m'avait dit que ça avait été très, très, très compliqué, l'opération. D'ailleurs, ça se voit, j'ai plein de cicatrices, des cicatrices que je n'aurais jamais dû avoir, d'ailleurs. Et en fait, quand il s'est passé ça, quand la dernière la dernière implantation n'a pas fonctionné, on m'a dit, voilà, la solution pour vous, c'est d'enlever votre utérus. Et moi, j'avais ma petite voix qui me disait, mais non, en fait, je n'arrive pas à enlever cet utérus. C'est pas possible. C'est le mien, c'est le siège de ma créativité. Ok, il est défaillant, mais c'est pas grave. C'est le tien, c'est le mien. Et j'y tiens. Et c'est très particulier parce qu'il y a des femmes autour de moi qui me disent, moi, depuis que j'ai plus mon utérus, qu'est-ce que je me sens, mais ça ne, c'est mon choix en fait. Donc j'ai commencé à taper sur Internet et là j'ai vu qu'il existait l'embolisation des artères utérines. Oui, qu'il y avait d'autres solutions quand même quoi. Et j'ai halluciné, donc je suis allée passer une IRM à Lyon et je lui dis oui, d'ailleurs j'ai vu qu'il existait cette opération, cette embolisation des artères utérines. Et là elle me dit oui, il y a le docteur qui fait ça chez nous. Et là je lui dis est-ce que je pourrais le rencontrer et tout ça. Et j'ai eu un rendez-vous très vite. Et là, j'ai eu cette embolisation des artères utérines et ça m'a changé la vie pendant 3 ans. Okay. Bon, là, ça revient. Mais parce que aussi, il me restait un embryon et que ils ont pas tout asséché. On se posait la question, est-ce que j'allais faire cette dernière implantation ou pas, que j'ai fait, qui a échoué. Et là, je pense que je vais en refaire une. J'ai rendez-vous d'ailleurs jeudi pour voir s'il peut bien tout m'assécher pour que je sois tranquille à nouveau. Mais je me senge pas, on m'a redit qu'il fallait que je passe par la chirurgie, je me sens pas. Ouais, je comprends après tout ce que tu as vécu. Alors, tu m'as dit quelque chose que je voudrais qu'on creuse un peu ensemble. Tu disais, j'avoue, j'ai souvent menti, j'ai souvent dit que oui, j'avais des enfants. D'où elle venait cette honte et le fait que tu pouvais même pas te permettre de dire la vérité quelque part aux gens?
C'est vrai que ça, c'est un truc, je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais en tout cas, oui, j'avais honte de ne pas avoir d'enfant. Mais ça dépendait du milieu. À Paris, avec mes amis, artistes et tout ça, il y avait pas de problème. Mais c'est dès que je retournais dans mon village en Savoie ou, à Lyon avec, des gens que je ne connaissais pas forcément ou, voilà, où je me retrouvais en soirée, où ce n'était pas un monde, d'artistes, on va dire, ou des gens qui me connaissaient. Je pouvais dire: «Oui, oui, j'ai 2 filles» et «Elles ont quel âge?» Alors je disais: «Ben, je sais pas, elles ont 15 ans». «Waouh, tu es super jeune!» «Oui, oui». Bah, ça me fait rire, ça me fait Mais c'est très drôle. Mais c'est très drôle. Mais alors c'était faux, bien évidemment, même si, c'était un peu vrai parce que c'était mes belles-filles. Mais, Oui, mais donc j'arrivais pas à dire la vérité. c'était un mensonge. Pas vraiment, parce qu'en fait, tu faisais référence à tes belles-filles dans ta Mmh. tête quand même. Donc c'est Mmh. en ça que c'est pas un mensonge complet. C'est pas un mensonge complet, mais en tout cas, donc comme je te le disais, j'ai vu la pièce Nullipare hier et il y avait une des actrices qui disait qu'elle aussi, elle mentait. Ah ouais. Elle disait: «Oui, oui, j'ai des enfants». Alors elle, c'était très drôle parce qu'elle s'inventait, des cas en fonction de la personne qui lui demandait. Des fois, elle avait un petit garçon, des fois, elle avait des jumelles, donc c'est Elle a raconté complètement, voilà, ouais une et ça m'a touchée parce qu'elle aussi, elle a dit qu'elle avait honte parce qu'en fait, quand on dit qu'on n'en a pas, eh ben, cette parole est très, très difficile à entendre. La parole ou le regard de la personne à qui on dit ça? Alors moi, peut-être que j'avais pas envie qu'on me pose de questions. Donc au moins, j'ai des enfants, pas de questions. Et j'avais pas envie qu'on me dise pourquoi. Si je dis non, et là je me vois faire quand même, c'est pas tout à fait guéri, c'est-à-dire que quand on me pose cette question, je dis non, j'en ai pas, mais j'ai 2 belles-filles. Ou alors j'ai adopté ma belle-fille. Et parce comme s'il fallait que je me justifie. C'est un truc de dingue. Ouais, mais parce que peut-être tu veux te protéger aussi justement d'aller dans un truc un peu deep qui te mettrait mal, parce que c'est un sujet peut-être, encore très viscéral pour toi, enfin j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est encore viscéral et il y a ce truc de la honte qui ne part pas. Par exemple, c'est encore ouais, là, quoi. c'est encore là. Ouais. Et je me dis, il faut que je sois moi aussi, vecteur de non, en fait, il y a pas de honte à avoir, quoi. Mais ça, c'est hyper dur à accepter quand tu as grandi dans un monde où on t'a toujours dit que quand même ton rôle principal dans la vie, ça allait d'être mère. C'est que ça. ça te compléterait en tant que femme, que ce serait, l'alpha et l'oméga, du sens de ton existence. Et puis, le fait de toujours dire que les femmes ou les couples sans enfants sont des couples qui pensent qu'à eux. Ils sont des couples égoïstes, ils savent pas ce que c'est le partage. Ça, on en peut plus, ça. Ouais. Et je me dis, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu ça, moi. Et la question, tu m'as dit aussi que ta voisine, elle t'avait posé une question qui intéresse aussi le titre du podcast. Mais en gros, donc un jour, elle te demande, alors c'est pour quand? C'est une question qui arrive à quel moment de ton parcours et comment tu y as répondu? Alors au début, j'y répondais de manière: «Oui, oui, c'est prévu». Mais on attend que, je sais pas, j'inventais un truc, que les filles aillent un peu mieux parce que la séparation avec l'ancienne, compagne de mon conjoint, était un peu difficile, donc on se laisse un peu de temps. Et puis, je me souviens qu'elle m'a reposé la question, alors que je venais d'avoir un échec d'implantation. OK. Et là, je lui ai dit: «Mais écoute, en fait, je suis malade. En fait, j'ai une maladie». Ouais, tu l'as concrètement expliqué, Et là, les elle a choses, dit: quoi. elle a dit: «Ah, pardon, je m'excuse», et elle était complètement désolée, en fait. Et bien évidemment qu'elle comprend et je l'adore, ma voisine, et je la vois souvent et je sais qu'elle a beaucoup de tendresse pour moi et qu'elle est hyper heureuse que ça se passe bien avec mes belles-filles, etc. Mais dans la vision qu'ont les gens, en fait, et surtout dans des mondes, je vis dans un petit village en Savoie où les enfants, c'est obligatoire. Tout se sait, tout le monde se connaît, Oui, et les puis questions se posent. voilà, et puis si on n'a pas d'enfant, c'est qu'on est un peu quand même, marginal. Oui, bah ça, et c'est vrai que je pense que comme tu le disais, il y a des endroits où c'est plus facile d'être nullipare que d'autres. Ça, c'est sûr. Ici, j'ai aucun. À chaque fois que je reviens à Paris, je me dis: «Waouh!» Ouais, tout va Oh bien. là là. Enfin, il y en a plein qui ont pas d'enfants. Il y a des Et oui. variétés de modèles familiaux aussi, Et oui, c'est ça. d'amitié, de choses comme ça, où on se sent, Voilà. voilà, immergé là-dedans. Exactement. Ouais. Et en fait, voilà,
les personnes, en fait, se font leur propre idée d'un couple aussi. Parce que, peut-être que aussi j'aurais pu dire: «Mais on n'en veut pas, en fait, Oui. on est bien comme on est». Et en plus, je pense que sincèrement, les gens, alors je fais des généralités, c'est pas OK, je suis d'accord, et ne sont pas prêts à entendre: «Est-ce que tu as des enfants? Non», et d'être avec, «D'accord, est-ce que tu as envie qu'on en parle ou pas?» Mais je veux dire, est-ce qu'ils sont capables d'entendre un non, en fait? On va parler adoption. Parce que l'adoption, c'est aussi quelque chose que tu as envisagé dans ton parcours. Parce que pour beaucoup de gens, ça c'est vrai, c'est présenté comme la solution. Si tu peux pas avoir d'enfant, t'as qu'à adopter. Toi, comment tu l'as vécu? Et puis raconte-nous aussi peut-être avec ta belle-fille. On y reviendra après sinon. Oui, l'adoption, d'un coup, moi je voulais être maman. Je sentais que c'était viscéral, hein, et je me suis dit: allons adopter, allons adopter». Mon conjoint, il était, il se disait: «D'accord, ça peut être chouette d'avoir un autre enfant». Et donc on est rentrés dans ce parcours-là, et un peu la même chose qu'avec la PMA. Bonne élève. Donc on a fait tous les rendez-vous, donc ça a été très, très dur, hein. C'est très lourd administrativement. Je crois qu'ils viennent chez toi, non, pour vérifier? Ouais, ils viennent une fois chez nous, mais c'est surtout ces rendez-vous où ils décortiquent nos vies. Alors ils ont intérêt parce qu'on voit bien tout ce qu'on entend sur les violences, etc. C'est quand même important, mais quand on le vit de l'intérieur, c'est quand même, ils analysent tout, hein. Ouais. Notre couple, notre famille, l'argent, les revenus, la disponibilité qu'on aura, est-ce qu'on est capable de mettre notre carrière entre parenthèses, qui peut prendre le relais en cas de travail trop intense, etc., etc. Où est-ce qu'on vit, est-ce qu'il y a une chambre pour lui, donc c'était, et puis avec des personnes, donc une assistante sociale et une psy qui nous ont suivis pendant longtemps, et où parfois c'est pas toujours évident d'entendre. Non, c'est clair. Ouais, puis parfois c'est un peu sèche, c'est un peu rude, vous êtes trop vieux. Oui, c'est vrai. Ouais, mais voilà. Et après, quand on nous a proposé un enfant, on nous a dit qu'on était trop jeunes dans l'agrément. Bon, ça dégoûte, en fait. Ouais, c'est tellement compliqué qu'à un moment, en plus, t'enchaînes souvent ça avec des parcours PMA ou FIV très compliqués. Oui. Donc c'est vrai que c'est des parcours du combattant qui s'étendent sur 20 ans des fois, quoi. C'est fou. Ah oui, c'est dingue. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'ils ont presque envie de nous dégoûter, parce que moi, ils m'ont dit, vu votre âge, donc vous 40 ans, votre mari presque la cinquantaine, en fait, vous êtes trop vieux, vous aurez jamais de bébé. Donc on est là, OK, on va prendre un enfant. Oui, mais en fait, un enfant, ça sera après 5 ans, voire après 6 ans, parce que c'est soit vous avez réussi à avoir un nouveau-né parce qu'il est né sous X, etc., mais vous, non, vous êtes trop vieux. Et puis après, en fait, ce sont des enfants qui sont protégés, qui sont placés, mais qui sont pas à l'adoption parce que le lien parental n'est pas encore rompu. Donc en fait, il y a un temps de justice qui est hyper long. Ouais. Donc en fait, l'enfant, plus il est âgé, plus il a subi de séparation. Oui. Et plus c'est un enfant difficile, normal. C'est normal. Donc eux, ils sont là, oui, est-ce que vous êtes conscient qu'il a eu tant d'abandon, de séparation? Est-ce que vous êtes assez solide pour pouvoir... Mais on essaye de l'être, en tout cas tous les deux on a travaillé sur nous, etc. Mais voilà, personne ne peut prétendre être parfait non plus. Enfin, oui, je veux dire, c'est ça. C'est pas une expérience, on peut pas dire exactement. Ouais. Et je me disais que si on décortiquait autant ceux qui ont des enfants aujourd'hui, il y en aurait vachement moins. Déjà que en France, on se plaint qu'il y en a pas assez, mais alors là. Donc ouais, ça nous a dégoûtés aussi, hein. Ah oui, tu m'étonnes, mais ça fait plusieurs fois que j'entends parler des parcours d'adoption dans le podcast, et que ça a l'air d'être quand même et encore une fois, on le redit, c'est important, évidemment. On peut pas confier les enfants à n'importe qui, n'importe comment, mais effectivement, les gens qui sont de bonne volonté, qui ont envie, ils ressortent tellement dégoûtés de cette expérience qu'on se dit, il y a quand même un truc qui cloche. Moi, je trouve, en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est que on n'est jamais comme on devrait être, presque. Oui, c'est ça. Tu n'es pas la personne parfaite que tu pourrais être. Ouais. C'est ça. Et puis, bien évidemment qu'on se tourne à l'adoption quand on a... Enfin, je connais peu de personnes qui se sont tournées vers l'adoption en premier choix. À partir du moment où ils ont envie de faire une famille. Ben oui. Donc, en fait, voilà, cette question de l'âge, je trouve ça vraiment... Voilà, puis quand on essayait de leur dire, on leur disait oui, mais il y a des parents qui peuvent mourir jeunes aussi. Ça, on sait pas. Hein, dans la vie, on sait pas. En fait, à tout moment, notre heure est peut-être venue, sans vouloir. Ouais, exactement. Donc voilà, ça c'était. Et l'adoption de ma belle-fille a été bien plus facile. Alors ça a été.
Parce qu'en fait, c'est un jour une amie qui me dit: «Mais tu sais que mon beau-père m'a adoptée?» Je lui dis: «Ah bon?» Elle m'a dit: «Bah oui». Je lui dis: «Mais donc t'as 2 papas?» Elle me dit: «Oui, j'ai 2 papas. Un papa biologique que je vois encore, avec qui je m'entends super bien, et un papa adoptif parce qu'il m'a élevée depuis que j'ai 5 ans». Oh, c'est super ça. Et donc à 18 ans, on a le droit d'être adopté. Et donc j'en ai parlé à Emma. Et Emma, elle m'a dit: «Mais bien sûr, j'adorerais». Et donc C'est trop génial. et donc en fait, on est allé voir un notaire. Le notaire a vraiment vérifié que j'avais élevé Emma, qu'elle avait été sous mon toit pendant 7 ans. Et en fait, après, ben voilà, c'est des démarches juridiques, mais pas très lourdes, hein, où la sœur d'Emma a aussi témoigné qu'elle était d'accord, et que ça nuirait pas à l'équilibre de la famille. Bon, la maman n'est pas encore au courant, mais comme me dit Emma, ça change rien en fait. J'ai de la chance, moi. J'ai eu 2 modèles de femmes. Ouais. Et ça, c'est génial. Mais on appelle ça l'alloparentalité, je crois maintenant, où tu peux avoir en fait qui entre vraiment en tant que parent autour d'un enfant. T'as les oncles, les tantes, mais tu peux avoir les amis des parents, tu peux avoir plein d'adultes en fait. Et plus t'as de modèles quelque part, plus t'as de choses pour t'épanouir, pour apprendre. Enfin, quelque part, je trouve que c'est assez idéal ces modèles-là. Ah ouais, et les filles me disent souvent, mais en fait c'est génial qu'on vous ait toutes les deux, quoi, parce qu'on est des figures très différentes, mais du coup la palette, mais oui, elle est complète. Ça offre une liberté aussi quand même de pouvoir se reconnaître dans certaines choses et pas dans d'autres. Mais, ouais, c'est trop bien en tout cas. Alors, il y a une image que tu m'as partagée. Tu avais un peu avant de traverser toutes ces épreuves, hein, qu'on te souhaitait pas, bien évidemment, hein, mais tu avais une image en fait des femmes sans enfants. Tu disais un peu de saltimbanque acariâtre. Mais comment cette image elle évolue à partir du moment où quelque part tu fais un peu partie aussi de ce groupe de femmes. C'est ça. En fait, je crois que j'avais le filtre de la société, hein, des femmes qui étaient égoïstes, ou alors un peu qui vivaient un peu sur un nuage, un peu les grandes poètes, ou les saltimbanques qui ne seraient pas capables de s'occuper d'un enfant, puisque déjà c'était limite de s'occuper d'elles-mêmes. Enfin, il y avait un peu ce truc qui planait dans mon inconscient et dans les discours que je pouvais entendre. Et puis à un moment donné, il a bien fallu que je me tourne vers des figures qui allaient me plaire, quoi. Oui. Et la première, c'était Frida Kahlo. Ah, on adore Frida Kahlo. Elle est incroyable, cette femme. Enfin, elle était incroyable. Ouais, exactement. Donc d'un coup, je me suis dit, waouh, cette femme d'une puissance, d'une créativité, avec une histoire. Une peintre qui avait eu un accident très grave de tramway, donc elle était alitée, et puis elle était mariée avec le peintre mexicain Diego Rivera. Et puis, c'était aussi une militante politique. Exactement. Donc, c'est vraiment, pour l'époque, une femme très, très forte. Et ce qui est drôle, c'est que sur mon premier album, j'ai fait une chanson en hommage à Frida, parce qu'en fait, cette histoire d'amour qu'elle avait avec Diego m'interrogeait beaucoup. Donc, j'avais écrit cette chanson sur Frida. La maison bleue et les oreillers que je t'ai brodés. Et sur les murs, les papillons que je t'ai dessinés. La casa azul transpire mon amour, les couleurs toujours. La beauté du lait, monstrueux bébé, je collectionne tes portraits. Diego Rivera. J'ai encore la flamme, Diego Rivera. Mais j'aimais ses œuvres, mais j'étais pas allée dans sa nulliparité. En fait. Oui. Et maintenant, je me suis replongée là-dedans. Et puis après, Mona Chollet et son livre, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, je suis vraiment pas toute seule, quoi. Et puis après, j'ai commencé à voir qu'il y avait plein de femmes que j'admirais, qui avaient pas eu d'enfants, par choix ou parce qu'elles n'avaient pas réussi, et qu'elles étaient des femmes extraordinaires.
et que du coup elles avaient du temps pour s'occuper aussi de s'engager dans des causes ou de mettre tout leur temps pour leur art ou pour rien, mais je veux dire, mon image était fausse en fait. Oui, disons que en fait il y a aussi, si on n'a pas d'enfant, il y a aussi plein de possibilités qui s'ouvrent à nous par ailleurs. Et ça, c'est Exactement. vrai que, comme tu le soulignes, en fait, peut-être qu'un des problèmes qui fait autant souffrir, je me demande, est-ce que c'est pas parce qu'il y a tellement pas de rôle modèle? Oui, aussi. On a 0 exemple, jamais. Donc oui, quand on commence à creuser, quand on est concerné et tout, là, on rend compte qu'il y a plein de femmes. Mais c'est pas présenté par la société comme une alternative possible. Oui, ou quelque chose de beau. Alors, si t'es d'accord, on va parler un petit peu de couple. Oui. Et puis de questions de soutien et puis de solitude. Ta grossesse extra-utérine, c'est le moment où les médecins te disent aussi, quand même, qu'il faudrait arrêter. Parce que quasiment, tu mets ta vie en danger. Ouais. Est-ce que là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se brise en toi, au-delà du projet d'enfant? Enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ta tête aussi à ce moment-là? Ah ouais, vraiment, cette annonce je sentais bien qu'avec les résultats de prise de sang, il y avait des trucs bizarres, le taux montait mais pas assez, donc mais je me disais quand même, on peut pas me faire ça. Ça fait 10 ans, non, 8 ans que j'essaie de faire un enfant. Là, c'est bon, je tombe enceinte, on peut pas me le renlever. Tu y crois au conte de fées, tu te dis quand Ah même. oui, Ouais, c'est après pas tout ce que j'ai possible. galéré. Je préférerais ne jamais tomber enceinte quelque part dans ma tête, je me dis. Et donc là, quand le verdict tombe, je me dis waouh. Et je savais que mon conjoint, il avait pas été vraiment OK avec le fait que je recommence encore une fois, parce qu'il savait bien que ça nous abîmait. Il devait être inquiet, ouais, c'est ça. Ça m'abîmait et nous. Ouais. Et donc là, bah oui, je savais je sentais bien qu'il allait falloir aller encore plus bas, quoi. Et voir que pendant, toutes ces années, j'avais mis l'enfant au centre, l'obsession au centre, et que j'en avais oublié sûrement mon conjoint quelque part, et que lui aussi avait trouvé cette épreuve trop compliquée, mais que notre but était tellement clair qu'on en avait oublié du pourquoi on était pourquoi on voulait cet enfant, quoi, et parce qu'on s'aimait et pas laisser cet amour en fait, et prendre soin l'un de l'autre. Et voilà. Donc oui, ça a été le point marquant aussi d'une crise de couple, mais dans crise, ça veut dire aussi comme réciproque. Réciproque, c'est retour à la case départ, ou alors c'est avoir un échange, on va dire égal. Oui, réciproque, c'est une chanson, c'est la chanson de ton album justement. De mon album, ouais. Qui parle de réciprocité qu'on demande souvent, on était en amour, en affaires, en société. Oui, c'est ça. En effet, en fait, cette maladie, l'endométriose, cause nationale, tout ça, en fait, ça engendre tellement, mais tellement de choses dans la vie d'une femme. Donc, une nulliparité pour moi, un parcours de PMA, une épreuve du corps, une épreuve du couple, et comment se réinventer, en fait, et comment créer une nouvelle vie sans enfant, sans ce projet d'enfant, comment se réinventer en tant que couple sans enfant. Ouais. Voilà. Donc oui. Mais justement, donc suite à cette prise de conscience et quelque part cette forme de vide, j'imagine, toi, t'as ressenti une urgence à poser sur le papier ce que tu venais de vivre. Bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien quand même y revenir. Oui. L'écriture, c'est venu comment? Et est-ce que ça a été comme une thérapie, un acte de survie, un acte de colère, tout ça à la fois? C'était quoi? Ouais, alors l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à mon existence. Donc oui, ça a été une urgence d'écrire ce que je vivais. Ouais. Et là, c'était sans filtre. Sur cet album-là, vraiment, j'ai dit les choses, quoi. T'es stérile, pas fertile, nullipare, de nulle part, ou des mots très clairs. Voilà, l'enfant que je n'ai jamais eu se cache dans les airs. Bon, on est aussi sur du concret. Voilà, c'est le jeu, t'es tombé, t'es remonté. Bon, je sentais que j'avais moins besoin de me cacher derrière la poésie, et que je pouvais assembler les deux, c'est-à-dire parler de myomectomie et en même temps de parler de, c'est ce mélange qui est passionnant, je trouve, dans cet album d'ailleurs, entre les deux. Ouais, c'est ça. Et quand je relis les textes, je suis heureuse d'avoir réussi à ça. Oui, j'ai eu beaucoup de colère. Oui, j'ai eu beaucoup de tristesse. Et il y a eu l'écriture et la musique et la composition et le chant. Donc tout ça, pour moi, c'est la même chose. Et puis, il y a eu le sport et l'amitié et cet amour avec mon conjoint. On s'est pas laissé tomber, en fait. Ça, on a traversé la crise, mais surtout, on a réajusté nos désirs, nos besoins. Et
Et ce qu'on dit pas non plus dans les parcours de PMA, c'est que ça abîme le couple, mais quasiment tous les couples. Et je sais plus les chiffres. La présidente de Happy Moi, je crois qu'elle le dit qu'il y a très peu de couples qui s'en sortent après les parcours de PMA. Oui. Souvent ils se séparent. PMA d'échec. D'échecs, ouais. Mais je pense même, peut-être même celles qui marchent, parce que si ça marche au bout de 5-6 fois, que ça a été un parcours terrible. Mais oui, elle le précisait. Alors, je sais plus si elle nous donnait un chiffre. Ouais, je sais plus. Mais je crois que c'est nous. Et pareil, ça on nous le dit pas. Ouais. Attention à vous deux. Enfin. Oui, les gens sont pas du tout prévenus, en fait, à quel point ça va être dur. Ouais. Et il faut toujours que le dialogue il soit ouvert. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on le ferme parce que lui, il était déjà papa. Donc, il avait moins cette urgence. Mais il avait ressenti cette urgence plus jeune de vouloir être père à tout prix. Parler, en tout cas, c'est hyper important. C'est hyper important. Justement, tu parlais du sport. Toi, en fait, tu cours en montagne quasiment quotidiennement. Oui. Tu prends même des dossards pour des courses, tu nous en parlais tout à l'heure. Comment ce corps, justement, qui a été tellement maltraité par la médecine et puis par les épreuves de la vie tout court, je pense que voilà, est devenu un allié finalement. T'as réussi à t'en faire un allié maintenant, même si... Mon corps ? Ouais. Oui. Oui, il me fait encore des petites blagues, encore. Mais en tout cas, comme je sais que la douleur dans ma maladie passe. Et ça a été l'école du trail. Mais vraiment, ça a été l'école du trail. Parce que ce qui est incroyable quand on marche en montagne, quand on court en montagne, c'est qu'on passe par des milliers d'émotions et des milliers de sensations dans le corps. Et que d'un coup, il y a une douleur qui arrive. Ah, mon petit doigt de pied. Ah, ma cheville. Et en fait, ça vient, ça part. Et c'est un truc assez particulier. Et quand mes douleurs d'endométriose arrivent, je me dis, OK, elle est là. Je sais pas pour combien de temps, mais je sais qu'elle va passer. Donc en fait, mon cerveau, il va mieux, en fait, et il accepte plus. Et donc, je suis moins dans, voilà. Une espèce de gestion de la douleur et même des choses qu'on appréhende. Je me dis, OK, je la sens, elle arrive, donc je prends quand même toujours mon spasfon parce que ça enlève les spasmes. Et après, respiration et je sais que ça va passer. Je sais pas combien de temps. Parfois, c'est plus douloureux que d'autres, mais tu sais que c'est pas pour toujours. Voilà. Et ça, c'est l'école des courses d'endurance, en fait. Ouais. OK. Parce que mon parcours est endurant, de toute façon. Ma gestion de la douleur est difficile. L'enfant que je n'ai jamais eu se cache dans les airs. 1, 2, 3, soleil. Dans ton album, il y a aussi la chanson qui s'appelle L'enfant. L'enfant que je n'ai jamais eu. Je t'ai tant voulu jusqu'à me mettre en péril. Et puis, tu dis aussi à laisser libre le chant pour mes jolies filles. Là, on entend un espèce de virage. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il s'est passé avec ta belle-fille ? Tu nous en as dit un mot, mais toi, intérieurement aussi, comment t'as amorcé ce virage ? Je sais pas si c'est un virage. Parce que le fait de pas avoir d'enfants et d'avoir ces 2 petites filles presque au quotidien quand je voyais mon conjoint, moi je me suis attachée à elles comme jamais, quoi. Puis elles sont formidables et elles m'ont acceptée très vite et on a eu je les revois quand je les ai connues, elles avaient 9 ans, ce sont des jumelles. Mon cœur a toujours été très très grand pour elles, vraiment. Et puis, dans notre parcours familial, leur maman est partie vivre plus loin. Et il y a donc une des filles qui est partie vivre au départ avec sa maman, puis qui avait un lien très fort avec son papa, toujours. Donc, qui est revenue chez nous. OK. Donc, on a eu une vie de parents avec une adolescente, une préadolescente, puis une adolescente. Et moi, je m'en suis occupée comme si c'était ma fille. Ouais. Et j'ai adoré ça. Je suis allée aux réunions parents-prof, je l'amenais à la GRS, je l'amenais chez la psy. Et il y avait ses copines qui venaient à la maison. Et j'ai adoré ça. Trop bien. Et donc, en fait, voilà, j'aurais fait pareil avec sa sœur si elle avait été là aussi. Et aujourd'hui, j'ai une relation avec elle, mais j'adore. Elles ont 20 ans et elles sont incroyables. Et c'est vrai que je fais partie, comme tu disais tout à l'heure, de leurs parents. Ouais, en fait, voilà. voilà, tu es un parent parmi d'autres parents. Exactement.
Et ça, c'est magnifique. C'est ce que je me dis parfois en tant que tante. Oui, j'adore être tata aussi. Oui, si, j'adore. Oh, j'adore. Je trouve qu'en plus, on a toute notre santé mentale, physique, on est bien. Et c'est ça. Il y a un truc Mais, cool, quoi. mais je crois vraiment qu'il y a ça. Et ma psy me disait que si ça se passe bien avec nos beaux enfants, c'est une des plus belles relations. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai pas l'enjeu... Enfin, oui, je crois, il n'y a pas cet enjeu de ressemblance, de qu'elle fasse à tout prix. Enfin, je vois bien dans mes amis qui sont des mamans biologiques, les enjeux des enfants. C'est incroyable, comme il y a des projections. Une prolongation de toi-même, quand même, d'avoir un enfant. C'est ça. Quoi qu'on en dise. Et que moi, non, en fait. Enfin, je suis très contente quand elle chante des chansons. Oui, quelque part, c'est un individu. mais exactement. Individu, quoi. Et donc, on le perçoit comme un individu. Et peut-être qu'on lui apporte justement aussi cette vision plus... Il y a moins de dépendance. Ouais, c'est ça. Et même, je vois moi, vis-à-vis de ma maman, comme les filles, là, elles ont beaucoup moins de dépendance vis-à-vis de moi, alors que moi, j'ai de la dépendance envers ma maman, je le sens. Et en fait, c'est super, parce que moi, j'évolue, en fait. Ouais, c'est trop bien. Franchement, ça donne envie. Oui. Le documentaire d'Enora Malagré, Pourquoi t'as pas d'enfant, que je pense la plupart des auditeuristes ont peut-être vu, t'as fait du bien parce que tu t'es sentie moins seule. Est-ce que c'est ça aussi que tu veux faire, toi, à travers cet album et le témoignage aujourd'hui dans le podcast? C'est partager ça pour que plein de femmes, je pense, qui se sentent très seules. Moi, j'en reçois des emails et des messages. Il y a beaucoup de solitude sur ces sujets-là. Oui, parce que la honte est là, donc on parle pas. Donc on dit pas. Pourquoi on dirait pas, bah oui, j'arrive pas à avoir d'enfant, oui, j'ai pas d'enfant, oui, non, je ne veux pas d'enfant. Pourquoi c'est si compliqué, en fait? Et je sais que il y a des femmes qui m'ont fait du bien. C'est aussi des amies. Je pense à une en particulier qui, elle, m'a dit clairement, moi, je veux pas d'enfant. Et en fait, je me suis sentie très, très proche d'elle pendant tout mon parcours. Alors que elle n'allait jamais aller dans ce parcours-là parce qu'elle ne voulait pas d'enfant. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, oui, en fait, je me sens prête à porter cette voix parce que je trouve qu'on n'est pas nombreuses. Et puis moi, ça a été d'abord un besoin viscéral avant d'être un besoin de transmettre. Mais je crois que oui, j'aurais aimé, en tout cas, pendant mon parcours, tomber sur ton podcast et me dire, ok, là, j'ai le droit d'arrêter. Ok, ma vie, elle va peut-être être belle. Ok, ça sert peut-être à rien de continuer là, à m'abîmer et à... C'est ce que disait d'ailleurs Enora Malagré aussi dans son documentaire, qu'elle s'était physiquement, elle était allée trop loin, qu'elle en avait trop souffert. Oui, c'est ça. Et en fait, j'aurais aimé, et c'est quand j'ai vu son document, surtout sur toutes ces femmes, on appelle childless. Voilà. Childless, ouais. Involontairement sans enfant. Voilà. Et voilà, moi je me suis aussi regardée avec le ventre rond, j'ai mis une salopette, et de les entendre dire ça, je me disais, ok, je suis pas folle, en fait. Ouais. Oui, ça fait tellement du bien. Voilà, c'est ça. Alors, en quelques minutes, je te propose de répondre en quelques mots à des questions qui ont été posées sur Instagram. Génial. Par rapport au sujet de notre émission d'aujourd'hui. Donc, il y a une première question, c'est quel est ton rapport, donc ça s'adresse à toi, quel est ton rapport au corps et au mouvement? Ah, hyper important, le corps et le mouvement. Moi, donc oui, on a parlé beaucoup de trail, mais la danse fait aussi partie de mon quotidien. Alors je dirais plus de ma semaine, parce que je prends des cours de danse contemporaine, et je suis très assidue et j'adore. D'ailleurs, si vous voulez regarder mon clip Malgré moi, il a été fait avec et le clip est trop beau aussi. Et oui, le mouvement, en fait, je crois que dans ces parcours-là, il faut bouger. Et même quand on a le ventre hyper gonflé, il faut se mouvoir. Et moi, la course, ok, mais la marche surtout, ça a été ça, le début. Parce qu'en fait, quand on bouge, on reprend possession de son corps. C'est salvateur. Autre question. Comment se relever après la PMA sans bébé? Tu nous l'as expliqué, si tu peux nous le résumer en quelques... Ouais, moi je dirais que se relever, c'est en parler et ne plus avoir peur de qui l'on est et de cet échec. D'ouvrir son cœur, moi ça a été ça, parce que donc je suis chanteuse, je fais des concerts, j'enregistre des albums, je fais des tournées, mais aussi je transmets beaucoup la musique via des ateliers d'écriture de chansons avec les enfants à l'école, ou les enfants malades ou en prison, ou dans des centres médico-psy. Et ça m'a réparée, mais tellement, parce qu'en fait je crée un autre lien avec des enfants, avec mes nièces, avec mes belles-filles, donc ça m'a aidée. Et après j'ai remis l'amitié aussi vraiment au centre de ma vie.
les amis et voilà, le sport et puis l'amour avec mon conjoint, quoi. Comment on a réussi à traverser tout ça ensemble, faire équipe. Pas facile. Une dernière question, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir ou qu'on te dise, j'imagine, avant de t'embarquer justement dans ce parcours PMA? Oui, moi j'aurais aimé avoir des psys spécialistes de l'infertilité. Avoir un accompagnement, Ouais, quoi. un accompagnement, mes psys qui pouvaient me dire que j'étais une femme complète, que j'étais une femme valable, C'est tellement important d'entendre ça, en fait. que je n'avais pas à avoir honte de pas y arriver, que la vie pouvait être belle sans enfant et que c'est souvent, alors c'est ça que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est qu'en fait nous les femmes sans enfant biologiques, on ne sait pas ce que c'est qu'avoir un enfant. Donc on peut pas dire que ça nous manque. Parce que ce qui nous manque, c'est ce qu'on a connu. Oui. Donc en fait, c'est la société qui nous dit que ça nous manque. Mais nous, si on... Et ça, un jour, ma psy me l'a dit, elle m'a dit, mais Aurélie, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes heureuse? Alors, je lui dis, bah oui, j'ai un métier qui m'épanouit de dingue, je fais des rencontres de dingue, je chante devant plein de gens qui me renvoient un truc tellement beau, je fais des projets super, j'ai un amoureux, j'ai des amis, enfin bref, je vis dans la nature, je vois des cerfs presque tous les matins, enfin bref. Et donc, elle me dit, donc, en fait, vous avez une vie heureuse sans enfant. Donc en fait, ça marche. C'est le fait de l'accepter qui est peut-être plus dur. En fait, ouais, c'est ça. On est heureuse. Mais c'est un long cheminement et c'est aussi une grande ouverture de cœur, d'esprit et de pas être figé dans un modèle qui nous met dans cette case de quand on est femme, on est mère. Ouais. Et on peut être mère de plein de façons. En fait, on n'est pas que mère par notre utérus. Non. Toi, t'es mère avec ton podcast. C'est pas faux. Mais oui, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, tu donnes une parole de transmission, de bienveillance, et c'est ça, être maman. Mais c'est un long processus d'accepter d'être nulle part. Est-ce qu'il y a une phrase que tu voudrais dire à toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont peut-être en ce moment dans ce parcours, que ce soit PMA, adoption ou deuil de la maternité, et qui peut-être ont l'impression que ça n'en finira jamais. Enfin, est-ce que il y a une petite phrase, quelque chose? Moi, j'aurais juste aimé qu'on me dise que j'ai le droit d'arrêter. Ouais. Et que je suis pas obligée d'aller au bout d'un processus pour me dire, parce que souvent on nous dit mais il faut que t'ailles au bout, est-ce que t'es vraiment allé au bout du truc? Et en fait on a le droit en fait de comme dans une course, on a le droit à l'abandon, on a le droit de s'arrêter, on a le droit de prendre des pauses, on a le droit de respirer et c'est pas parce qu'on donnera pas la vie de cette manière-là qu'on la donnera pas ailleurs. Je crois beaucoup à ça. Merci parce que c'est très joli pour conclure le podcast. Merci beaucoup Aurélie pour ton récit, tes paroles. Et c'est exactement pour ces voix-là aussi que le podcast il existe. Vous retrouverez dans la description de l'épisode tous les liens pour suivre Aurène. Et si l'épisode d'aujourd'hui vous a parlé, je vous mets aussi en lien l'épisode avec Sandrine, la fondatrice de l'association Happy Moi, qui accompagne toutes les personnes involontairement sans enfants, parce que les 2 épisodes se font vraiment écho. Et Happy Moi, c'est peut-être aussi l'espace dont certaines d'entre vous ou certains d'entre vous ont besoin actuellement. Voilà, cet épisode a été enregistré au studio La Poudre à la Cité Audacieuse et je vous dis à très vite dans Alors c'est pour quand ? Le sujet vous intéresse ? Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast ? Ça se passe sur Instagram, sur le compte Alors c'est la lettre C pour quand, tout attaché. Alors c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt. Free audio post-production by alphonic.com.